Bonjour, chers étudiantes et étudiants. Bienvenue à Motivation et Émotion, PSF 342. Dans le cadre de cette présentation, je voulais vous parler brièvement des comportements émotionnels et plus spécifiquement quelque chose qui, moi, motive beaucoup de mes recherches, qui est le cas des expressions faciales. Donc, moi, je m'intéresse aux expressions faciales, qu'est-ce qu'elles communiquent, comment on les interprète, quels sont les facteurs qui font qu'on les interprète de différentes manières dans différents contextes, et ainsi de suite. Et écoutez, il y a énormément de choses qu'on peut dire à propos du lien entre le visage et les actions du visage musculaire et les émotions. Et on pourrait en faire en fait toute une session là-dessus, uniquement sur les expressions faciales ou le visage et les émotions. Parce que le terme expression faciale, il y a une présupposition là-dedans que le visage exprime ce qu'on ressent, et c'est pas tous les chercheurs qui sont d'accord là-dessus. C'est pour ça que le terme expression faciale est une certaine présupposition. Donc des fois, je préfère juste dire le visage et les émotions. Donc on pourrait faire une session complète sur le lien, sur la corrélation, sur l'association entre ce qui se passe au niveau du visage et ce qui se passe au niveau émotionnel. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est un très léger survol de la nature des expressions faciales. On va les décrire, on va décrire leur origine, on va en parler un peu de leur but. Et on va faire ça selon une certaine optique particulière. Mais je veux que vous vous rendiez compte qu'il y a plusieurs optiques possibles, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs points de départ dont on peut partir pour parler des expressions faciales. Et nous, on va juste en approcher un, okay, qui est celui qui a probablement été le plus populaire dans la recherche à date, mais qui commence à être un peu... disons qu'on commence à s'étirer au-delà de ce point de vue-là, mais ça reste quand même un point de vue très, très populaire. Okay? Et c'est une vision des expressions faciales qui est comme étant des signaux des émotions qui ont évolué par l'évolution, par sélection naturelle. Donc, c'est une vision qui est reliée à Darwin et la théorie de l'évolution. Bon. Alors, commençons par ceci. Il y a énormément de recherches en psychologie sur les expressions faciales, et énormément des recherches sur les expressions faciales sont basées sur l'idée qu'a eu Charles Darwin. Et quand je dis Charles Darwin, je veux dire Charles Darwin et d'autres gens comme lui. Tu sais. Faut jamais attribuer à une seule personne les choses dans l'histoire. Quand on identifie une seule personne dans l'histoire comme étant la source de quelque chose, c'est généralement qu'on utilise cette personne-là pour simplifier les choses, mais on va prendre Charles Darwin ici, mais il représente tout un groupe de gens qui avaient cette idée-là. Comme quoi, justement, les expressions faciales sont le produit de l'évolution par sélection naturelle. Okay, donc ça, c'était les recherches, beaucoup de recherches sur les expressions faciales sont fondées sur cette idée-là, que les expressions faciales sont le produit de la sélection naturelle. Okay? Et ça, c'est dans le fond répondre à la question de l'origine et de la fonction des expressions faciales, dans le fond. Quelle est l'origine des expressions faciales? Darwin aurait dit, elles tirent leur origine de l'évolution, tout comme différentes structures de notre corps, le fait qu'on ait 5 doigts, le fait qu'on ait un cœur, le fait qu'on ait des yeux, tout ça c'est le produit de l'évolution, et les expressions faciales aussi sont le produit de l'évolution selon Darwin. OK? Et ils ont une certaine fonction qui nous aide à survivre, dans le fond, à survivre et à augmenter les chances qu'on va se reproduire. OK? Mais c'était pas... Il faut comprendre que aujourd'hui, on pense encore beaucoup aux expressions de cette manière-là, mais c'était dans l'histoire, si on veut, des idées, c'est relativement nouveau comme idée.
Cet argument-là par Darwin a été fait au 19e siècle. Mais au 19e siècle, on avait d'autres idées qui étaient très populaires par rapport à l'origine et à la fonction des expressions faciales. Okay? En premier, je dois dire, peut-être que je devrais d'abord vous mentionner ceci, que l'idée que le visage bouge, et bouge en fonction, partiellement au moins en fonction de ce qu'on ressent, ou de ce qu'on dit ressentir. Okay? L'idée que quand quelqu'un dit « je suis fâché » puis quelqu'un se comporte de manière fâchée, que ses sourcils descendent. L'idée que quand on rencontre un ami de longue date qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on sourit, les coins de notre bouche remontent. L'idée que quand on a fait face à un prédateur ou à une situation dangereuse, on ouvre les yeux très très grands puis on étire la bouche dans une expression faciale de peur. Ça, c'était remarqué depuis l'Antiquité, là. Depuis le début de l'histoire écrite, les gens semblent savoir que le visage bouge. Okay? Mais la question, c'est pourquoi le visage bouge comme ça? Et est-ce qu'il y a une fonction à ça? OK? Ben, dans le 19e siècle, OK, époque dans laquelle Darwin a vécu et a émis l'idée que l'on garde aujourd'hui, qui est que dans le fond, une bonne portion des expressions faciales sont un produit de l'évolution. Okay? Il y avait d'autres idées par rapport à la source et à la fonction des expressions faciales. Et une des idées importantes alentour de lui, c'était l'hypothèse du dessin intelligent, okay? Ce qu'on appellerait en anglais « intelligent design ». Et un des auteurs qui était très important et très influent dans cette sphère-là du dessin intelligent, c'était Charles Bell, que l'on voit ici à droite. Okay? Charles Bell qui était, je pense, c'est difficile de classifier les gens en passant dans ce temps-là parce que à ce moment-là, vous pouviez, tu sais, il y avait des gens qui écrivaient des œuvres qui étaient physiologistes, mais en même temps, ils écrivaient des trucs en psychologie, puis ils pouvaient écrire des trucs en biologie aussi. Donc, c'est dur parfois de classifier. Je sais qu'aujourd'hui, on dit un biologiste, c'est pas un chimiste, c'est pas une astrophysicienne, mais à ce moment-là, au 19e siècle et avant, toutes ces genres de disciplines-là n'étaient pas très bien définies, puis on avait plutôt ce qu'on appellerait des polymathes, des gens qui faisaient toutes sortes de sciences, dans le fond. Et Charles Bell était un peu comme ça, ok? Mais Charles Bell avait une vision qui était très populaire à l'époque de Darwin, au 19e siècle, qui était très populaire pour une raison, parce que c'était une idée populaire dans la société en général, cette idée de dessin intelligent, cette idée que, bon, il doit y avoir un créateur, ok? Il doit y avoir un Dieu, donc nos expressions faciales semblent être tellement corrélées à notre état émotionnel, tout le monde baisse les yeux, baisse les sourcils quand on est fâché. Pourquoi en est-ce ainsi? Charles Bell va faire un argument qui est très logique, disant, bon, ben, s'il y a un créateur, il nous a créé comme ça pour une fonction. Comme par exemple, Charles Bell va dire que lorsqu'on est fâché, on abaisse les sourcils. Pourquoi? Ben, parce que lorsqu'on est fâché, il y a beaucoup d'énergie en nous et cette énergie-là, elle met de la pression sur l'œil, de l'intérieur, pousse vers l'extérieur et c'est dangereux pour les yeux. Et en baissant les sourcils, on diminue cette pression-là, on résiste à cette pression-là qu'il y a sur l'œil qui vient de l'intérieur. Okay? C'est comme si on empêche l'œil d'une certaine manière de sortir de son socle d'une certaine manière. Je ne sais pas si Bell aurait dit exactement ça, mais c'est un peu la logique. OK? Et Bell aurait dit toutes sortes d'autres trucs. On sourit, Dieu a programmé en nous le sourire parce que lorsqu'on sourit, ça a telle fonction. Dieu a programmé en nous que l'on pleure parce que lorsqu'on pleure, je ne sais pas moi, peut-être aurait-il dit que lorsqu'on est triste,
on accumule trop de liquide à l'intérieur de nous et Dieu a créé les larmes pour que nous puissions revenir à un équilibre en termes de combien de liquide il y a. Donc, c'est pas fou, il y a des fonctions. Bell au moins attribue des fonctions aux expressions faciales, mais ces fonctions-là ont été décidées par un créateur. OK? Puis généralement, c'est un créateur judéo-chrétien, dans le fond, là, parce que Bell était probablement... était chrétien, définitivement. OK? Et c'est dans cette époque-là que l'on retrouve Darwin, OK? Qui, en 1859, lui, va publier sa fameuse œuvre On the Origin of Species, okay, dans laquelle il va faire l'argument que toutes les formes de vie sur Terre ne sont pas le produit, la création d'un Dieu qui les a créées telles quelles, mais sont plutôt le produit d'un long processus d'évolution par sélection naturelle, et sont toutes reliées les unes aux autres par ce processus-là, incluant l'homme. L'homme est le produit de l'évolution par sélection naturelle. OK? Ça, évidemment, ça va faire l'effet dans certains cercles, et dans la plupart de la société, en fait, ça va avoir l'effet d'une bombe, si on veut. OK? Parce que ça va complètement contre cette idée de dessein intelligent. Darwin ne dit rien sur Dieu. Darwin explique comment toutes les formes de vie se sont modifiées au fil des millénaires, et l'homme est une des formes de vie qui est le résultat de ce processus d'évolution-là avec tous les autres animaux. Et il en suit que plusieurs des comportements des animaux sont le processus de l'évolution par sélection naturelle, et par extension, plusieurs comportements humains sont le résultat du processus de sélection naturelle, incluant les expressions faciales et les émotions. En fait, Darwin, au-delà des expressions faciales, Darwin va faire l'argument que l'être humain possède certaines émotions fondamentales, okay, certains genres de réactions émotives, et que ces réactions émotives-là sont le processus de sélection naturelle, de l'évolution par sélection naturelle. En d'autres mots, que les ancêtres des humains modernes qui avaient ces réactions émotionnelles-là étaient favorisés par l'évolution, avaient plus tendance à survivre, avaient plus tendance à se reproduire. On peut faire un argument assez simple à comprendre, que les organismes ancestraux qui ne ressentaient pas la peur, qui avait un système nerveux qui ne donnait jamais lieu à la peur comme réaction, probablement qu'eux autres auraient pris des risques beaucoup trop dangereux et ne se seraient pas enfuis face à des menaces, et donc auraient beaucoup plus de chances de mourir avant de pouvoir se reproduire, alors que les organismes ancestraux qui auraient été quand même assez peureux, assez faciles à faire peur, auraient survécu beaucoup plus parce que les autres, premièrement, auraient évité des situations dangereuses et se seraient extirpés des situations dangereuses lorsqu'elles se seraient présentées. OK? Donc, on sait que la peur, c'est très adaptif, c'est très important pour la survie. Et d'autres émotions aussi, OK? Des trucs comme le désir sexuel, qu'on pourrait qualifier un peu d'un genre d'émotion. Si les ancêtres qui ne l'auraient pas, se seraient pas reproduits, donc ils n'auraient pas laissé leur gène aux prochaines générations, alors que ceux qui le ressentaient beaucoup se seraient reproduits plus. La colère, ok, l'idée étant que la colère, c'est quelque chose que l'on ressent lorsque on nous empêche, quelque chose nous empêche d'obtenir un but, et ça nous mobilise à nous fâcher puis à nous donner beaucoup d'énergie pour pouvoir combattre cette chose ou cette personne qui nous empêche d'atteindre un but. Donc, nos ancêtres qui n'auraient pas ressenti de la colère facilement se seraient facilement laissés voler des trucs, qui auraient très peu réagi, et donc ils auraient probablement perdu leurs ressources. T'sais? Alors que ceux qui se fâchaient facilement, eux autres auraient tendance à garder leurs ressources, à se battre pour garder leurs ressources et
plus tendance à survivre à ce niveau-là. Donc Darwin faisait cet argument-là, là, que les émotions sont en grande partie le processus de sélection naturelle, dans le sens où nos ancêtres qui avaient ces émotions-là avaient plus tendance à survivre et à se reproduire et à passer leur... Darwin n'aurait pas dit leur gène, parce qu'il ne connaissait pas le concept de gène, mais à passer cette tendance à avoir ces émotions-là à la prochaine génération et ainsi de suite, faisant en sorte qu'aujourd'hui, nous avions une espèce, l'espèce humaine, Homo sapiens, qui semble posséder un genre de répertoire émotionnel de certaines émotions qui sont partout chez tous les êtres humains, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, et ainsi de suite. Okay? Le dégoût en est une qui est intéressante, okay, comme émotion. Le dégoût, extrêmement important. Nos ancêtres qui n'auraient pas eu le dégoût se seraient probablement empoisonnés plusieurs fois et seraient morts d'empoisonnement accidentel ou seraient constamment malades. Okay? C'est très facile de... Il y a beaucoup plus, en fait, de choses que vous pouvez ingérer dans le monde qui vont vous rendre malade que de choses qui vont vous nourrir. Hein? Il y a beaucoup plus de choses dangereuses à avaler que de choses bénéfiques à avaler. Donc, le dégoût est extrêmement important et aurait été extrêmement important pour nos ancêtres pour savoir, ça va-tu me tuer si je mange ça ou non? Tu sais, ça va-tu me rendre malade ou non? Et donc, on peut imaginer que nos ancêtres qui avaient tendance au dégoût étaient grandement avantagés par rapport à ceux qui avaient moins tendance au dégoût et donc auraient passé cette tendance-là à leurs petits et ainsi de suite. Donc, Darwin faisait cet argument-là, okay, que les émotions sont le produit de l'évolution par sélection naturelle, des émotions courantes, présentes, et que par extension, leurs expressions, le fait qu'on exprime ces émotions-là, serait aussi le produit de l'évolution par sélection naturelle. Okay? Plutôt que l'invention d'un Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Darwin fait cet argument-là en le contrastant à l'hypothèse du dessin intelligent. Il dit non, tu n'as pas besoin. C'est ça. Et Darwin ne fait pas nécessairement l'argument il n'y a pas de Dieu. Là. Il ne va pas jusque-là. Mais Darwin fait l'argument que scientifiquement parlant, tu n'as pas besoin de Dieu ou de l'hypothèse du dessin intelligent pour expliquer de manière satisfaisante le fait que nous avons des émotions et le fait que nous avons des expressions faciales. Tu n'as pas besoin de l'hypothèse de Dieu, ou du créateur, ou du dessin intelligent pour expliquer ça de manière scientifiquement satisfaisante. Tu as simplement besoin de son concept d'évolution par sélection naturelle. Okay? Et ça, il consacre un ouvrage complet là-dessus qu'il publie en 1872 sous le titre The Expression of the Emotions in Man and Animals. Okay? Et dans lequel il fait justement l'argument que les émotions et leurs comportements associés, incluant leur comportement facial, voire leurs expressions faciales, sont le produit de l'évolution naturelle plutôt que l'invention d'un Dieu. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Darwin, à travers quels arguments Darwin passe et à travers quelle méthodologie il utilise pour arriver pour supporter cette affirmation-là. Okay? Et une des choses que Darwin va faire, en fait, entre autres, et qui a vraiment parti tout un... C'est drôle parce que même si Darwin, on en parle souvent comme étant le père de la biologie, la biologie évolutionniste, okay? Qui est le seul genre de biologie qui existe en passant. Là. Il n'y a aucun biologiste qui ne croit pas à l'évolution, si on veut. On peut tout aussi bien appeler Darwin le père de la psychologie dans certains domaines. Définitivement le père de la psychologie, de tout ce qui est le comportement non-verbal et les émotions et tout ça. Okay? Parce qu'une des choses que Darwin va faire, qui est très importante, c'est qu'il va documenter les différents comportements expressifs associés à différentes émotions. Okay? Et il va faire ça pour différentes cultures, il va faire ça pour des enfants, et il va faire ça aussi chez les animaux.
OK? Et une des choses qu'il va remarquer, entre autres, c'est que non seulement dans plein de différentes cultures, il y a des mouvements faciaux en commun. Tout le monde fronce ses sourcils quand ils sont fâchés. Tout le monde pleure quand ils sont tristes. Tout le monde sourit quand ils sont contents. Tout le monde plisse le nez quand ils sont dégoûtés ou tire la langue quand ils sont dégoûtés. OK? Dans toutes les cultures. Mais les enfants, les nouveau-nés font ça aussi. OK? Mais à date, Bell pourrait arriver et dire « Ouais, c'est normal, Dieu a créé tous les êtres humains comme ça. Il a programmé en eux cette fonctionnalité-là, c'est normal. » Mais Darwin va une étape plus loin, c'est qu'il va dire c'est la même, ces mouvements-là sont présents chez les animaux aussi. Okay? Il y a des grands liens en commun entre, par exemple, les expressions faciales des chimpanzés et des humains, par exemple. Mais il va aller plus loin, il va regarder même chez des animaux qui ne sont pas des primates, comme les chiens, les chats. Il y a des caractéristiques des expressions émotionnelles des chats ou des chiens. Évidemment, là, il faut présupposer qu'un chien a une émotion. Les humains, on peut le dire, je suis fâché, puis tu me vois baisser les sourcils. Le chien, il faut que j'infère qu'il est fâché. Mais en tout cas, à date, est-ce que les animaux ont des émotions? C'est une question ouverte, mais présupposant que oui, Darwin va dire le fait qu'il y a un lien entre, par exemple, les émotions des chimpanzés et les émotions des humains, les expressions faciales chez les chimpanzés et les expressions faciales chez les humains, les mouvements faciaux des chimpanzés, les mouvements faciaux des humains, les mouvements faciaux du chien, le mouvement facial de l'humain, okay? Ça détruit l'hypothèse de Bell du dessin intelligent. Parce que Bell n'aurait jamais fait l'argument que Dieu aurait... chez Bell, là, les expressions faciales sont le produit du dessin intelligent dans le sens où Dieu a créé les humains et les a programmés avec ces mouvements-là. Mais Bell n'aurait jamais fait l'argument que Dieu a fait la même chose pour les chimpanzés ou les chiens ou... tu sais? Or, Darwin note, non, ces mouvements-là sont présents. Si, peut-être pas exactement de la même manière, ils sont partiellement présents chez les animaux. Et les animaux bougent leur corps et leur visage aussi. Et Bell, lui, fait pas cet argument-là que Dieu a programmé les animaux pour faire ça. Pour lui, c'est quelque chose de typiquement humain, c'est quelque chose de spécial à propos d'être humain. Mais Darwin montre, non, c'est présent chez tous les animaux, en fait. OK? Et ça, c'est vraiment ce qui va être sa plus grosse critique de l'hypothèse de Bell. Le fait qu'il y a des liens entre les expressions faciales humaines et les expressions faciales animales. OK? Ou je devrais dire animales non humaines, parce que Darwin fait l'argument que les humains sont des animaux. Et en fait, une des choses que Darwin va faire, justement, quand je vous dis... voici un exemple, en fait, de son processus dans lequel il documente les différents comportements expressifs associés aux animaux, aux humains de différentes cultures, aux enfants. OK? On a ici un tableau qui représente... C'est vraiment une analyse poussée. Hein? Et Darwin est un des premiers à faire ça. Là. C'est vraiment un personnage extrêmement important dans, si je peux dire, l'évolution de la psychologie des émotions, ou l'histoire de la psychologie des émotions. Alors, Darwin va associer toutes sortes de mouvements expressifs avec toutes sortes d'émotions. Par exemple, admiration, eyes opened, eyebrows raised, eyes bright, smile. Affirmation, nod head, opens eyed widely. Astonishment, contemplation, determination, devotion. Happiness, okay? Joy, laughter, love. Et ça, c'est juste une liste. Là. Il y en a pour des émotions négatives, il y en a pour d'autres genres d'émotions, ok? Donc, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va documenter ça le mieux possible chez les enfants, chez les adultes de différentes cultures et le plus possible chez les animaux. Et justement, ce qu'il va se rendre compte, c'est que, coudonc, les animaux font plusieurs mouvements avec leur visage aussi. Ok? Est-ce que Bell serait prêt à dire que Dieu a programmé des mouvements chez les animaux aussi, des mouvements faciaux?
Bell ne fait pas cet argument-là. Bell préfère penser que c'est quelque chose de spécial à propos des humains. Darwin lui dit, non, en fait, l'explication est plus simple. Je ne sais pas s'il existe un Dieu. Je vais dire que oui, aurait dit Darwin, parce que c'était dans son époque. Mais j'ai pas besoin de cette explication-là de Dieu pour expliquer ça. L'idée est que il y a l'évolution par sélection naturelle. Toutes les formes de vie sont reliées les unes aux autres par ce processus-là. Et les expressions faciales chez les humains sont le résultat de ce processus-là, comme les expressions faciales des animaux d'ailleurs. OK? Et ça, c'est une idée qui a et qui continue à générer énormément de recherches en psychologie aujourd'hui. Il y a beaucoup, peut-être même la majorité des recherches actuelles en psychologie qui portent sur les expressions faciales sont fondées sur l'idée que, par exemple, le sourire, c'est pas quelque chose qu'on apprend culturellement, là, c'est quelque chose qui fait partie du répertoire humain, qui est le produit de l'évolution. Le fait de pleurer, c'est pas un apprentissage culturel, c'est une réaction qui est automatique et programmée en nous par l'évolution. Okay? Et ainsi de suite. Darwin va aussi avoir comme idée d'expliquer les émotions à l'aide de 3 principes. Et les expressions faciales. Et les expressions, pas tout le temps faciales, des fois c'est corporel, là, à l'aide de 3 principes. Okay? Il va utiliser 3 principes pour parler des émotions puis des mouvements émotifs, qui incluent les expressions faciales puis les expressions corporelles, par exemple. Sa première idée, c'est l'idée de décharge d'énergie. Okay? Darwin va dire, OK, certains mouvements émotionnels, incluant les expressions faciales, okay, aussi les expressions corporelles, existent par le principe de décharge d'énergie. Et l'idée, c'est que lorsqu'il y a certaines émotions, si vous avez une certaine émotion, vous avez en vous un genre de surplus d'énergie, par exemple de surplus de tension, quelque chose comme ça. Et les expressions faciales sont un mécanisme pour faire ressortir cette énergie-là. OK? C'est un genre de mécanisme pour transférer l'énergie que vous avez de surplus à l'intérieur et la faire sortir. C'est une vision un peu, comment dire, comme dynamique des fluides, un peu, là, genre, là, comme si on était une machine dans laquelle il y a un fluide, et puis là, il y a un surplus de fluide, et puis notre visage, par exemple, notre corps fait certains mouvements pour faire sortir ce fluide-là. Dans ce cas-ci, le fluide est de l'énergie. C'est une idée que l'on ne considère plus vraiment aujourd'hui valide parce que on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, la décharge d'énergie. Quel genre d'énergie exactement? Mais c'était un des principes que Darwin utilisait pour expliquer la fonction, dans le fond, des émotions, et la fonction des mouvements émotionnels, la fonction des expressions faciales. Okay? Et d'une certaine manière, Darwin disait que certaines formes d'énergie à l'intérieur vont se décharger d'une certaine manière sur le visage, alors que d'autres vont se décharger d'une autre manière. Okay? Et donc, en regardant votre expression faciale, est-ce que vous avez les sourcils froncés ou bien est-ce que vous avez un grand sourire? Ça me permet de lire d'une certaine manière la forme d'énergie que vous avez à l'intérieur. Encore là, si vous vous dites, qu'est-ce que vous voulez dire par énergie? Je ne suis pas certain. C'est un concept qui ne fait plus vraiment de sens aujourd'hui. T'sais? Mais l'idée, prenez-la comme ça dans le fond. Il y a quelque chose, il y a une perturbation interne. Okay? Darwin aurait parlé d'une
une forme d'énergie en trop ou quelque chose comme ça, il y a une perturbation interne et cette perturbation est relâchée par le visage à travers une expression et on peut donc, quelqu'un donc peut lire votre visage, votre expression faciale dans le but d'inférer, de deviner, de comprendre qu'à l'intérieur vous avez une certaine perturbation. OK? Ça, c'était le premier principe par lequel Darwin expliquait les mouvements émotionnels, incluant les expressions faciales. OK? Le deuxième principe, et qui est celui qui fait probablement le plus de sens encore aujourd'hui, le plus de sens, qui est celui qui est le plus proche de notre vision actuelle des choses, c'est le principe de l'habitude utile, ou ce que Darwin aurait appelé « serviceable habit ». Et son idée, c'est que dans le passé, certains de nos ancêtres avaient tendance à faire, juste pour des raisons aléatoires comme ça, il existait certains de nos ancêtres qui, lorsqu'ils faisaient face à certaines situations où ils avaient certaines émotions, ils avaient tendance à faire certains mouvements. Comme par exemple, tendance à froncer les sourcils lorsqu'on les agresse, ou tendance à ouvrir grand les yeux lorsqu'ils ont peur, ou tendance à plisser le nez et tirer de la langue lorsqu'ils sont dégoûtés, par exemple. Okay? Et l'idée, c'est que ces ancêtres qui faisaient ces mouvements-là, lorsqu'ils avaient ces émotions-là, ces mouvements-là leur étaient utiles pour survivre, comparativement aux ancêtres qui ne le faisaient pas. Et donc, ces ancêtres-là qui avaient tendance à réagir au dégoût de cette manière-là, en tirant la langue et en plissant le nez, qui avaient tendance à réagir à la peur en ouvrant grand les yeux, qui avaient tendance à réagir à la colère en fronçant des sourcils, puis en en montrant les dents, par exemple, ces ancêtres-là étaient avantagés au niveau de la survie. Il y avait quelque chose à propos de faire ces mouvements-là qui leur permettait de survivre un petit peu plus statistiquement parlant, et se reproduire un petit peu plus statistiquement parlant que les autres qui ne faisaient pas ces mouvements-là, qui ressentaient ces émotions-là, mais ne faisaient pas ces mouvements-là avec leur visage, par exemple. Et donc, ces gens-là qui avaient tendance à faire ces mouvements-là et à se reproduire un petit peu plus et à survivre un petit peu plus, mais il y avait plus tendance à avoir des petits, à passer ces tendances-là, ces tendances à faire ces mouvements-là à la prochaine génération, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'au bout d'un moment, tout le monde, chez les êtres humains, tout le monde a hérité de ces tendances-là à faire ces mouvements-là, ouvrir grand les yeux lorsqu'on a peur, tirer la langue, plisser le nez lorsqu'on est dégoûté, et ainsi de suite. Okay? Parce que c'était utile, parce qu'il y a une fonction. Ça, c'est le principe de serviceable habit, d'habitude utile. Okay? Et donc, c'est cette idée que pour Darwin, plusieurs de nos expressions faciales et même de nos mouvements corporels ont une fonction et sont utiles. Okay? Et ils ont évolué parce qu'elles donnaient à ceux qui ont tendance à faire ces mouvements-là un avantage en termes de survie et de reproduction. Okay? Et ça, c'est une idée qui est encore très présente dans notre conceptualisation des expressions faciales. Okay? On se base encore sur cette idée que beaucoup de nos mouvements expressifs ont une fonction et existent et ont été sélectionnés au fil de l'évolution par sélection naturelle parce qu'ils avaient une fonction. Okay? Ce que je viens de dire, dans le fond, je pourrais le redire de la manière suivante. Ceux qui avaient tendance à faire ces mouvements-là se reproduisaient plus, survivaient plus et donc se reproduisaient plus, okay, que ceux qui n'avaient pas tendance à le faire. Et passaient ces tendances-là à leurs petits, et ainsi de suite, au fil de milliers et de milliers de générations, il vient en sorte que tous les êtres sur Terre, tous les êtres humains sur Terre, ont hérité, sont des descendants de ces ancêtres-là qui avaient tendance à faire ces mouvements-là parce qu'ils étaient utiles. Okay. Et on va parler de comment certains de ces mouvements-là pourraient être utiles. Je vais vous donner des exemples précis après. Donc, c'est définitivement une idée qui est retenue. L'idée de décharge d'énergie, toutefois, elle n'est pas vraiment retenue parce qu'on ne sait pas vraiment
qu'est-ce que ça veut dire par énergie? Ça n'a pas vraiment de sens. Et le troisième principe de Darwin, c'était le principe d'antithèse. OK? Et ça, c'était son idée que certains mouvements émotionnels existent parce qu'ils sont le contraire d'autres mouvements émotionnels. OK? Comme par exemple, il fait l'argument que si vous observez le chien, chez le chien, lorsque le chien est fâché, il va avoir tendance à avoir la tête vers l'avant, lever la queue et probablement ses poils vont se hérisser et il va se tenir droit, peut-être même arrondir le dos, dans le but d'essayer de se faire le plus gros, le plus imposant possible, le plus dominant possible, pour essayer, et Darwin aurait dit, OK, ça a évolué chez les chiens, parce que lorsque face à des prédateurs ou lorsque face à des ennemis, les chiens qui avaient tendance à réagir comme ça, en se mettant très très large, en pointant les oreilles vers l'avant, en pointant le visage vers l'avant, en levant la queue, en hérissant les poils, avaient l'air plus gros, plus massif, plus imposant. Okay? En se faisant avoir l'air plus gros, plus massif, plus imposant, ces chiens ancestraux-là, ou l'ancêtre des chiens, qui était probablement le loup en fait, là, avait tendance à plus survivre, okay? Parce qu'en se rendant plus gros comme ça, ils faisaient peur aux prédateurs. Okay? Ils augmentaient les chances que les prédateurs choisissent de ne pas s'attaquer à eux, par exemple, ou qu'un ennemi ne s'attaque pas à eux. Donc, se mettre gros comme ça, se mettre haut, se mettre gros, se mettre large, c'est un signal comme quoi, attaque-toi pas à moi parce que tu sais pas ce que je peux te faire. Okay? Et ça, les chiens qui avaient tendance à, ou les ancêtres des chiens qui avaient tendance à réagir comme ça, étaient avantagés parce qu'ils avaient tendance à plus éloigner des prédateurs ou des ennemis. Et donc, ils avaient tendance à plus survivre et plus se reproduire. Okay? Donc, Darwin aurait dit que c'est pour ça que les chiens d'aujourd'hui ont tendance à réagir aux menaces comme ça, mais par antithèse, que les chiens ont aussi tendance, lorsqu'ils ont peur et lorsqu'ils sont plutôt submissifs, à faire le mouvement inverse. Un mouvement où plutôt que là où ils vont arrondir le dos, ils vont le courber. Là où la tête est vers l'avant, la tête est plutôt retenue vers l'arrière, okay, vers le haut et vers l'arrière. Et alors que la queue est pleinement en l'air lorsqu'ils sont en état d'agressivité, elle est complètement baissée. Okay? Les pattes qui sont droites et tendues dans un état d'alerte d'agressivité sont plutôt recourbées et flasques dans le cadre de la soumission. Donc Darwin aurait dit que pour tous les mouvements corporels et faciaux que nous avons pour une certaine émotion, nous avons des mouvements contraires pour l'émotion contraire. Donc ici, on voit un chien qui est dominant, qui veut montrer de la dominance, de l'agressivité. Okay? Mais ici, on voit un chien qui se sent de la manière contraire, qui est submissif, et on voit que l'émotion, pas l'émotion, mais l'expression corporelle est complètement l'inverse. Okay? Et donc, Darwin aurait probablement utilisé, par exemple, le fait que chez les êtres humains, lorsqu'on est content, on sourit, les lèvres sont tendues vers le haut. Mais l'inverse, lorsqu'on est triste, on a tendance à faire l'inverse d'un sourire, plutôt la baboune, et les lèvres sont tendues vers le bas. Okay? Ça aurait été un principe d'antithèse. Okay? Darwin avait dit, pour chaque expression corporelle, faciale, il y a une antithèse. Et ça, la psychologie des expressions faciales présentes ne retient pas vraiment cette idée-là. C'est une idée un peu floue, en fait. Et je pense que il n'y a pas vraiment de preuves à l'appui comme quoi chaque expression faciale a son contraire. Et on ne sait même pas ce que ça voudrait dire, dans le fond, son contraire. Parce que on ne considère plus vraiment que la tristesse est le contraire de la joie ou tu sais, c'est pas le contraire, c'est juste deux émotions différentes. Donc cette idée-là n'est pas retenue vraiment. Mais l'idée de l'habitude utile, elle est définitivement retenue. Okay? Et c'est définitivement une des contributions importantes de Darwin
à la psychologie des expressions faciales et des émotions présentes. OK? Donc, une de ses contributions, c'était vraiment cette idée de voir les expressions faciales comme des mouvements ancestraux que faisaient nos ancêtres et qui étaient utiles à leur survie et ultimement à leur reproduction, okay? Parce que ceux et celles qui ont plus tendance à survivre vont avoir plus de chances de se reproduire, okay? Et de passer ça au prochain, et ainsi de suite. Okay? Donc, ce fameux principe d'habitude utile, c'est celui qui est retenu plutôt. Okay? C'est celui qui a stické, si on veut, là, qui a collé. Par exemple, Darwin aurait fait l'argument que baisser les sourcils pourrait être une manière de moduler l'entrée d'informations sensorielles, réduire l'exposition à la lumière. Dans certaines situations, nous allons baisser les sourcils pour réduire l'exposition à la lumière, par exemple. Sauf que si vous commencez à réfléchir à ça, vous allez vous dire, mais là, ça, c'est pas un exemple où quelqu'un baisse les sourcils baisse les sourcils à cause d'une émotion. C'est simplement par réponse un peu physiologique, neuromusculaire. Il y a trop de lumière, donc on va baisser les sourcils pour moduler l'entrée de lumière, l'entrée d'informations sensorielles sous forme de lumière. Ça n'a pas vraiment rapport aux émotions. C'est vrai. Mais Darwin aurait aussi, je pense même qu'il aurait fait l'argument que, par exemple, baisser les sourcils ont des fonctions utiles à la survie qui sont reliées aux émotions aussi, comme par exemple, lorsque vous êtes agressif, lorsque vous êtes fâché, vous vous retrouvez dans des situations où il y a de la chance, il y a des chances qu'il y a de l'agressivité et potentiellement des batailles physiques. Et baisser les sourcils, c'est une manière de protéger la région des yeux contre toute forme d'attaque, contre toute forme de choses qui pourraient venir blesser les yeux. Okay? Lorsqu'on fronce les sourcils, on diminue dans le fond la région auquel la proportion de notre œil qui est accessible à le poing d'un autre, les griffes d'un autre, le doigt d'un autre, une arme d'un autre. Okay? Et donc, on se protège un peu les yeux contre des attaques d'une certaine manière. Okay? Lorsqu'on est fâché, on a tendance à serrer les poings. Ça aussi, c'est une genre d'expression émotionnelle, mais au niveau du corps, okay? Qui nous préparait à nous battre. Donc, Darwin ferait l'argument qu'il y avait toutes sortes de mouvements ancestraux qui étaient utiles à la survie et qui sortent lorsqu'on ressent certaines émotions. Okay? Et donc, ça rajoute un argument de plus en faveur à sa fameuse théorie de l'évolution de l'humain par sélection naturelle, comme quoi l'humain est le produit de l'évolution par sélection naturelle, et incluant toutes ses émotions et toutes ses expressions faciales. OK. Évidemment, Darwin, c'est pré-psychologie, et définitivement pré-psychologie en laboratoire, pré-psychologie expérimentale, tout ça. Et donc, lui, c'est un peu un argument théorique, son truc. C'est un argument basé sur des observations puis de la logique. Okay? Darwin, fondamentalement, va se baser sur la logique et sur l'observation, okay? De manière massive. Mais pas sur des études en laboratoire pour faire ces arguments-là. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on fait des études en laboratoire et on peut tester certaines des idées de Darwin. Okay? Et une des idées de Darwin, évidemment, en fait, l'idée principale de Darwin, c'est que les expressions faciales ont des fonctions égocentriques. Okay? Qui est une façon de dire que nos expressions faciales nous aident, okay, nous aident à survivre, elles nous aident à négocier des situations pour notre propre bénéfice. Et ultimement, pour augmenter la probabilité de notre survie et de notre reproduction. Okay? C'est l'argument de Darwin, que les expressions faciales ont des fonctions égocentriques. Elles nous aident. Elles ont des fonctions pour nous. Okay? Et ça, comme je vous dis, Darwin, lui, c'était théorique puis observationnel, mais aujourd'hui, on peut tester des trucs.
Comme par exemple, Susskind et ses collaborateurs en 2008 ont utilisé des méthodes pour mesurer le montant d'air respiré et ultimement le montant d'oxygène intégré par des gens. Okay? Et comment ce montant d'air inspiré-là, respiré, et ultimement ce montant d'oxygène auquel le corps a accès, change en fonction de comment on bouge notre visage. Okay? Et ce qu'ils ont trouvé, et on le voit à travers des graphiques ici, là, mais je ne vais pas expliquer les graphiques, je vais juste les expliquer en mots très rapidement. Là, ce qu'ils ont trouvé dans le fond, okay, c'est que, et ils ont comparé, en fait, ils ont demandé aux gens de faire des expressions faciales de peur, qu'on voit ici à droite, et des expressions faciales de dégoût, qu'on voit ici à gauche. Okay? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que dans le montant d'air respiré et dans la vitesse à laquelle l'air est respiré, okay, l'air est respiré plus vite et plus d'air est respiré lorsqu'une personne fait une expression faciale de peur, okay, qu'on voit ici, que lorsqu'une personne fait une expression faciale de dégoût. En d'autres mots, comparativement à une expression faciale de dégoût, une expression de peur cause une augmentation dans le volume d'air respiré, alors qu'une expression faciale de dégoût cause une diminution dans le volume d'air respiré. OK? Ça, c'est étrange, un peu anodin, sauf quand on commence à faire une analyse fonctionnelle de ça et on se dit, lorsqu'on a peur, c'est souvent lorsqu'on est menacé. Lorsqu'on est menacé, c'est souvent, on va avoir besoin de faire quoi? On a besoin d'utiliser beaucoup d'énergie pour courir, pour partir à la fuite, ou potentiellement pour se défendre. OK? Lorsque quelque chose vous fait peur, là, il y a 2-3 possibilités. Là, et 2 de ces possibilités-là, c'est partir à la fuite ou vous battre. OK? Or, qu'est-ce que le corps humain a besoin pour partir à la fuite ou se battre de manière efficace? Il a besoin d'oxygène. Et donc, les expressions faciales que vous faites ont tendance à faire que vous ingérez plus d'air, vous respirez plus d'air, et la conséquence de ça, c'est que vous nourrissez plus vos muscles en oxygène. Ce qui augmente la probabilité que vous allez être capable de partir en balle, de courir longtemps ou de résister plus longtemps à une attaque. Donc, il y a une fonction là pour la personne. Quand est-ce qu'on ressent du dégoût? On ressent du dégoût lorsqu'il y a des choses dans l'air, par exemple, qui sont nocifs. Okay? Une odeur nauséabonde de quelque chose qui est nocif. On ressent du dégoût pour les choses qui ont tendance à nous rendre malades, qui sont toxiques. Okay? Si vous respirez quelque chose qui est toxique, est-ce que c'est une bonne idée d'en respirer beaucoup? De faire et ainsi de suite. Non. C'est plutôt une bonne idée pour votre système de limiter l'entrée de ces molécules-là dans les poumons. OK? Et ce qu'on voit, c'est que lorsque vous faites une expression faciale de dégoût, le volume d'air respiré diminue. OK? Donc, vient avec une expression faciale de peur une tendance à vous donner plus d'oxygène. Ce qui fait du sens quand on regarde la fonction de la peur. Et vient avec une expression faciale du dégoût une tendance à vous limiter le montant des molécules qui rentrent dans votre système. Okay? Ce qui fait du sens quand on réfléchit à la fonction du dégoût, à la fonction théorique du dégoût qui est de vous empêcher de vous intoxiquer. Okay? Et là, on parle juste des expressions faciales. Vient aussi avec le dégoût une tendance à lever le cœur, puis à tirer la langue. Okay? Ce qui, en passant, sont 2 mécanismes pour empêcher de la nourriture de rentrer ou pour essayer de protéger ou d'empêcher que la chose toxique soit en contact avec nos muqueuses faciales, avec notre bouche, avec notre langue, et ainsi de suite. Okay? Ou faire sortir quelque chose de toxique, comme vomir ou tirer la langue pour faire sortir la chose toxique. Donc, il y a des fonctions égocentriques à certaines expressions faciales.
Susskind Susskind et ses collaborateurs en 2008 se sont aussi intéressés à ce qui se passe au niveau de la vision dans le cadre de la peur versus le dégoût, par exemple. Okay? Et encore ici, c'est des analyses assez compliquées que j'ai mis peut-être juste dans le fond, juste pour vous impressionner dans le fond. Mais ce qu'ils ont retrouvé, c'est que, en général, je me dépasse un peu ici, lorsqu'on demande aux gens de faire des expressions faciales de peur et qu'on mesure, en fait, on peut mesurer avec des analyses assez poussées votre vision. On peut analyser votre vision en termes de, comment forte est-elle en termes d'acuité? En d'autres mots, comment bien voyez-vous les détails devant vous? Okay? Et combien forte est-elle en termes de vision périphérique? Combien vous êtes capable de voir alentour de vous? Donc, pas nécessairement en détail, mais vous êtes capable de détecter un mouvement dans la périphérie de votre champ visuel, par exemple. T'sais? Et ce qu'ils ont noté, c'est que les expressions faciales de peur, lorsqu'on demande aux gens de faire des expressions faciales de peur, ça augmente la vision périphérique. En d'autres mots, les gens qui font des expressions faciales de peur sont meilleurs à détecter, lorsqu'ils font cette expression faciale de peur-là, ils sont meilleurs à détecter des mouvements dans leur champ visuel périphérique, ou des changements dans leur champ visuel périphérique, que lorsqu'ils font une expression faciale de dégoût. En d'autres mots, lorsque vous faites une expression faciale de peur, vous remarquez des choses dans la périphérie de votre champ visuel, alentour de vous, des mouvements, la présence de choses. C'est pas clair, c'est pas avec une forte acuité, mais vous remarquez la présence ou des changements ou des mouvements de choses dans votre périphérie que vous ne remarquez pas si vous faites une expression faciale de dégoût. OK. Repensons à ce que ça veut dire. Lorsqu'on est dans un état de peur, c'est généralement quoi? C'est généralement pourquoi? C'est généralement lorsqu'il y a une menace. Okay? Lorsqu'il y a une menace, est-ce que c'est important d'avoir une vision périphérique qui est assez large pour qu'on puisse détecter des choses dans notre champ périphérique, des mouvements, un mouvement potentiel, un danger imminent et ainsi de suite? Oui, c'est très important. Lorsqu'on est dans un état de peur, de menace, est-ce que c'est important d'être capable d'analyser tous les petits détails qu'on a en face de nous? Non. Ce qu'on a besoin, c'est d'une vision plus globale, le plus large possible, qui nous permet de détecter toutes sortes de choses qui pourraient arriver alentour. Okay? Et c'est exactement ce que les expressions faciales de peur ont tendance à favoriser. Okay? En d'autres mots, lorsqu'on a une expression faciale de peur, notre vision diminue en termes d'acuité, en termes d'analyse des fins détails, mais elle augmente en termes de sensibilité. Ça veut dire qu'elle est plus sensible, elle capte tout, mais pas en détail. Et c'est exactement ce que vous voulez lorsque vous êtes dans un état où vous êtes menacé, parce que vous n'avez pas le temps de regarder les choses en détail, mais vous voulez définitivement être très sensible à tout ce qui se passe. Okay? Et Susskind et ses collaborateurs ont aussi noté que dans une expression faciale de dégoût, on est moins sensible à toutes sortes de petits changements dans notre vision périphérique, mais notre vision augmente en termes d'acuité. Okay? On remarque beaucoup plus les petits détails. Et ça sera encore fonctionnel parce que pensez à, chez nos ancêtres, le genre de situation qui aurait évoqué du dégoût. Un ancêtre trouve un fruit ou quelque chose, un morceau de viande, ok? Et comment sait-il s'il est avarié ou non? Si ce truc-là va être toxique ou non? Je sais qu'aujourd'hui, on se pose très peu cette question-là. Vous êtes allé au supermarché, vous avez acheté une pomme. Elle est bonne. Pourquoi ils vous vendraient une pomme pourrie? Mais pensez à il y a 40 000 ans, par exemple, nos ancêtres. Quoi? Comment ils savent si la pomme est bonne ou non? Si elle va les rendre malades ou non? C'est s'ils réagissent avec dégoût. C'est ça à quoi le dégoût sert. Okay? Ils vont sentir la pomme. Est-ce que ça sent mauvais ou non? Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont tendance au dégoût, ils vont regarder la pomme, quelle est sa texture, quelle est sa couleur. Okay? Si elle est brune
et la texture est toute molle et plissée, probablement moins bon à manger. Si elle est toute rouge et brillante et a l'air lisse, probablement meilleur à manger. Okay? Et donc, les expressions faciales de dégoût facilitent le traitement visuel au niveau de l'acuité, permet aux gens de mieux remarquer les petits détails visuels. Et donc, aurait permis à nos ancêtres de mieux pouvoir sélectionner des aliments qui auraient été non toxiques. Ce qui est le but du dégoût, selon une analyse fonctionnelle. Okay? Donc, ce qu'on voit, c'est que dans la peur et dans le dégoût, ces expressions-là ont des fonctions égocentriques. Elles aident les personnes qui les font en termes de volume d'air respiré, plus dans le cas de la peur, moins dans le cas du dégoût. Elles aident les personnes qui les font en termes de leur traitement de l'analyse visuelle, okay? Moins l'analyse de détails, mais plus de sensibilité dans le cadre de la peur. Moins de sensibilité, mais plus l'analyse des détails fins dans le cadre du dégoût pour être capable de remarquer, est-ce qu'il y a ici des indices visuels précis qui me donnent des preuves comme quoi cette nourriture-là peut être consommée ou non. Okay? Et comme j'ai dit, l'expression de peur est associée à moins d'acuité, mais à plus de sensibilité. Il est important pour détecter la présence de menaces sans trop se concentrer sur les détails. Okay? Et il y a toutes sortes d'arguments comme ça, qui sont des arguments complètement darwiniens. Là. Ça fit avec le principe des habitudes utiles ou serviceable habits de Darwin. Okay? Comme quoi, on bouge notre visage pour certaines fonctions. On ne le sait pas, évidemment, nous autres. On le fait de manière purement intuitive. Mais nos expressions faciales ont certaines fonctions et nos expressions corporelles aussi, nos mouvements corporels que nous faisons lorsque nous sommes dans ce certain émotionnel, ont certaines fonctions pour nous, qui nous aident à survivre, à augmenter les chances de mieux s'en tirer. Okay? Des fonctions donc égocentriques. Mais évidemment, on est certainement loin de faire l'argument aujourd'hui que tous les mouvements du visage, toutes les expressions émotionnelles ont juste des fonctions égocentriques et qu'elles en ont toutes. Okay? Probablement qu'elles en ont plusieurs. On ne les a pas encore toutes découvertes. Mais l'histoire est probablement plus large que ça. La réalité est probablement plus large que ça. Et on considère aussi que les expressions faciales auraient pu évoluer, non seulement parce qu'elles ont des bénéfices pour ceux qui les font, mais aussi parce qu'elles ont des bénéfices plus largement que ça. Elles ont des fonctions allocentriques. Okay? Des fonctions allocentriques, c'est des fonctions qui sont utiles pour ceux autour de soi. Donc, je suis dans un certain état émotionnel, ça fait que je fais un certain visage, et ça vous aide vous. Parce que lorsque vous voyez mon visage, vous êtes capable de savoir ce que je ressens, et ça vous aide vous. Okay? Et l'idée, c'est que ça aurait évolué, parce que là, vous vous demandez peut-être, mais si ça aide les autres, pourquoi ça aurait évolué? Il me semble que ça aurait évolué juste si ça aide la personne qui le fait. Ben, une des idées, c'est que à travers les expressions faciales, on peut savoir ce que l'autre personne ressent et on peut s'adapter mieux à ce que la personne ressent. Et ça augmente vraiment la cohésion de groupe, la capacité de vivre en groupe, de résoudre des problèmes, et ainsi de suite. Donc, en tant que groupe, en tant que tribu, par exemple, ou en tant que groupe qui vivons ensemble, on a plus de chances de survivre chacun et de se reproduire. Okay? Si on est capable de lire chez les autres, qu'est-ce que la personne ressent? Okay? C'est un avantage. Donc, c'est un avantage pour les personnes d'avoir des expressions faciales parce que les autres dans le groupe peuvent les lire et la personne qui a des expressions faciales peut aussi lire les expressions faciales des autres dans le groupe. Et ça fait que le groupe est plus cohésif et peut mieux travailler ensemble, peut mieux prédire les autres, peut mieux travailler ensemble pour le bénéfice du groupe.
OK? Et le bénéfice, dans le sens où c'est plus facile de survivre si on est capable de lire nos émotions de l'un l'autre. OK? Et ça, c'est des fonctions allocentriques, utiles pour ceux autour de soi. Mais il faut comprendre que mes expressions faciales sont utiles pour ceux autour de moi, mais leurs expressions faciales sont utiles pour moi. Okay? Donc, allocentrique, la personne qui fait des expressions faciales bénéficie aussi des fonctions allocentriques, des expressions faciales des autres. Okay? Et l'idée ici, c'est par exemple certains arguments comme quoi les yeux offrent de l'information sociale importante et permettent de communiquer différents états internes complexes. C'est vraiment important pour survivre en groupe d'être capable de comprendre ce que les gens veulent dire, d'être capable de prévoir comment les gens se sentent pour pouvoir réagir. Comment je devrais réagir avec ce que tu viens de dire? Si je fais telle chose, il y a des chances que tu deviennes agressif. Puis là, il y a des chances qu'on se batte, puis là, c'est pas bon pour moi parce que je pourrais mourir, mais ça pourrait être pas bon pour toi non plus. Comment je fais pour m'assurer que je vais diminuer les chances qu'on va rentrer en conflit, toi et moi, puis se battre, puis gaspiller des ressources, puis d'énergie, puis potentiellement même se blesser, puis mourir, ce qui n'est pas bon au niveau de la reproduction. Comment je fais? Bon, ben, une des stratégies, c'est que je regarde ton visage. Et entre autres, je peux regarder tes yeux. Et à travers tes yeux, je peux inférer des choses par rapport à comment tu te sens, comment tu interprètes la situation, et moduler mon comportement en fonction de ça pour diminuer les chances qu'on ait des conflits, toi et moi, et diminuer les chances qu'on s'entraide pour que finalement, tous les deux, en termes de survie, on bénéficie et on augmente les chances de laisser nos gènes à la prochaine génération, comme ça. Okay? Donc, il y a énormément d'informations sociales qui passent à travers les yeux. Okay? Et l'idée ici, dans le fond, c'est que non seulement les êtres humains ont évolué de manière à faire certains mouvements faciaux, mais en plus, ils ont évolué de manière à être capables de lire ces mouvements faciaux-là chez les autres. Okay? L'évolution des mouvements faciaux chez l'être humain est venue avec l'évolution d'être capable de lire ces mouvements faciaux puis leur attribuer un sens. Ce qu'on appelle de la coévolution. Okay? Et tout ça, ça nous permet de bien coordonner les interactions sociales. Et la coordination des interactions sociales, si elle est maximisée, tout le monde dans le groupe bénéficie de ça. Chaque individu bénéficie de ça. Et si vous existez dans un groupe où il n'y a aucune coordination des interactions sociales, personne ne bénéficie de ça. C'est dangereux pour tout le monde. Tout le monde est ennemi avec tout le monde est imprévisible, il n'y a aucune façon d'avoir des alliances, c'est le bordel. Okay? C'est chacun pour soi. Alors que dans un groupe où est-ce qu'on peut se lire soi-même, au niveau du visage, les interactions sociales sont beaucoup plus coordonnées, on peut s'ajuster l'un à l'autre, et on est tous pas mal plus gagnants à ce niveau-là. Et les expressions faciales auraient évolué pour permettre ça, entre autres. Parce qu'elles permettaient ça. Okay? Les expressions offrent de l'information cruciale pour les observateurs qui leur permettent d'adapter leur comportement en conséquence. Lorsque je vois que quelqu'un est fâché contre moi, s'il m'approche avec les sourcils froncés, ça me donne de l'information que je suis dans le trouble. Et potentiellement, je pourrais faire face ici à un agresseur, à quelqu'un qui va venir m'agresser physiquement. Et ça, c'est pas bon pour ma survie. Alors, je pourrais tout de suite décider de moduler mon comportement. Lever les mains, faire un sourire, m'excuser, tu sais, pour diminuer les chances que cette personne-là va m'approcher avec agressivité. OK? Très, très important. Les choses comme... donc, les expressions faciales offrent de l'information par rapport à est-ce que quelqu'un est dominant? Est-ce que quelqu'un est honnête? Est-ce que certains ont beaucoup de pouvoir de négociation? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un? Tout ça, ça passe à travers les expressions faciales, croyez-le ou non. Elle signale, comme je viens de dire, le potentiel de confiance, qu'on appelle le trustworthiness en anglais. Okay? Les participants font plus confiance et donnent plus de ressources
dans des expériences à des partenaires dont le sourire est jugé authentique que non authentique. À travers notre sourire, on a tendance à plus faire confiance et donner plus de nos ressources à des gens pour lesquels on perçoit que leur sourire est authentique versus des gens pour lesquels on perçoit que leur sourire n'est pas complètement authentique. OK? Donc ça, c'est un exemple où est-ce qu'on coordonne nos interactions sociales en fonction du type de sourire. OK? On va tendance à percevoir, si quelqu'un fait une expression de gêne ou d'embarras, on va tendance à le percevoir comme étant plus digne de confiance. Plus sujet à la collaboration. Pas sujet, mais sujette à la collaboration, comparativement à d'autres expressions. Okay? En d'autres mots, la gêne ou l'embarras envoie un message disant « Hey, vous pouvez me faire confiance, et puis je suis prêt à collaborer avec vous. Je suis définitivement pas dominant, puis je ne vais pas vous lancer des couteaux dans le dos, là, ou des flèches dans le dos. Là. Tu sais, je ne vais pas être un problème. » Hein? Et qu'est-ce qu'on retrouve souvent? C'est que les gens sont capables de manipuler ça. Faire semblant qu'ils sont gênés ou embarrassés. Okay? Dans le but d'être perçus comme doux, comme amical, digne de confiance. Puis ensuite, pow, ils se retournent, puis ils vous jouent un mauvais tour, par exemple. Okay? Donc, les gens ont aussi... Donc, non seulement on a évolué des expressions faciales, mais on a évolué la capacité de lire et d'attribuer des choses à ces expressions faciales-là, mais on a aussi évolué la capacité de manipuler ces expressions faciales-là dans le but d'obtenir des choses. Okay? Les expressions faciales communiquent aussi de l'information sur l'environnement physique et social dans lequel on se retrouve, ce qui permet aux individus de coordonner leurs réponses à des opportunités ou à des menaces. Okay? Par exemple, Hertenstein et Campos, en 2004, ont bien étudié comment des parents modifient leur voix naturellement pour signaler la présence ou l'absence de danger à leurs enfants. Et modifient aussi leur expression faciale, je devrais dire. OK? Donc, un enfant peut, par exemple, faire face à une situation et ne pas savoir est-ce que la situation est dangereuse ou pas. Comme penser, par exemple, à un très jeune enfant qui s'approche d'une bouilloire. Une bouilloire qui siffle parce que l'eau est en train de bouillir. Okay? Et l'enfant a le goût de jouer avec ça, de toucher ça, ça fait du bruit, c'est rigolo. Il sort un genre de truc de ça, il sort de la vapeur, ça fait... Ça a l'air cool, ça a l'air rigolo. Donc l'enfant est comme... Il n'a aucune idée que c'est dangereux. Mais l'enfant peut rapidement savoir que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que le papa ou la maman va dire « Hey, 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 hey! » ou bien « Ah! » ou bien faire des grands yeux lorsque l'enfant s'approche de ça. OK? Et donc, l'enfant peut très facilement avoir une idée, et les adultes aussi, entre nous, on peut très facilement avoir une idée de est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est pas une opportunité? Juste en regardant le visage des autres. Et en regardant leurs expressions et en écoutant leur voix, comment leur voix est modulée, et ainsi de suite. Okay? Si on partage un repas, vous et moi, on partage une assiette, et je suis le premier à prendre une bouchée, et là je fais une expression faciale de dégoût. Quelles sont les chances que vous allez prendre une bouchée? Tout de suite, comme ça, sans me poser de questions. Très basse. Vous allez généralement dire, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Ça goûte mauvais? Y a-t-il quelque chose de... Vous allez automatiquement savoir qu'il y a potentiellement un danger ou un problème avec la nourriture. T'sais? Donc, c'est très important, les expressions faciales des autres, pour avoir de l'information sur la situation. Est-ce qu'il y a un danger ici? Est-ce qu'il y a une opportunité ici? Et ainsi de suite. Okay? Dans le fond, on se fie l'un sur l'autre pour être capable d'évaluer dans quelle situation on se retrouve. Et les expressions faciales ont comme fonction de faire ça aussi. Okay? Les expressions faciales coordonnent aussi, peut-être je vais dire coordonnent, bon, je vais le laisser comme ça, mais je pense que c'est coordonnent. Les interactions sociales. Okay? Nos interactions sociales qui sont si importantes, le fait qu'on interagit socialement les uns avec les autres, sont si importantes pour la collaboration,
et ultimement pour la survie. Elles sont aidées par ces expressions faciales-là. OK? Dans le sens où, lorsque je communique une émotion, ça va maximiser les chances que chez vous, il va aussi avoir une émotion qui va arriver. Et ces genres de liens-là sont utiles à la survie. Okay? Omen et Dimberg ont montré que lorsqu'on montre aux gens des émotions faciales de colère, les gens ont tendance à réagir. Évidemment, en laboratoire, on peut faire ça, puis on cherche des tout petits signes de peur, là, quasiment des signes inconscients. Mais prenons ça dans un cas, pas de laboratoire, là, mais dans un cas de... Si quelqu'un vous arrive rapidement devant vous, avec une expression faciale de colère, en vous regardant droit dans les yeux, vous allez avoir naturellement tendance à réagir avec de la peur. Et ce genre de coordination entre la réponse de la personne qui est la colère et votre réponse qui est la peur, elle est extrêmement utile. Parce que les gens qui sont en colère contre nous, c'est généralement une menace. Donc, c'est utile de répondre à la peur. La détresse de quelqu'un qui pleure, ça évoque généralement chez nous de la sympathie. Ce genre de lien, okay, le fait que quand on voit quelqu'un au niveau de leur visage être en détresse, ça fait émerger chez nous de la sympathie. Ce genre de coordination entre les deux est très utile pour les relations sociales. Ça fait que les gens s'entraident. Si lorsqu'on percevait de la détresse, on n'avait pas tendance à ressentir de la sympathie, ou s'il fallait y arriver, mais de manière cognitive, s'il fallait penser « Ah, la personne est en détresse, je devrais probablement activer ma réponse sympathique », personne ne serait sympathique avec personne. Personne n'aiderait personne. Ce qui fait qu'on aide quelqu'un, c'est qu'on a cette réaction viscérale de sympathie lorsqu'on voit quelqu'un en détresse. Et ce lien-là passe par les expressions faciales. Je te vois au niveau facial être en détresse, je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la sympathie. Tu m'approches super rapidement avec une expression faciale de colère, je ne peux pas m'empêcher d'être stressé ou de répondre avec peur à ça, ou de sursauter. Okay? Et ces genres de liens-là sont extrêmement utiles. Les expressions faciales dominantes ont souvent tendance à déclencher chez ceux qui les voient des comportements soumissifs, de soumission. Okay? Lorsque quelqu'un rougit après une erreur, on a tendance à répondre à ça, nous autres, avec une émotion positive. Si on voit que quelqu'un rougit après une erreur, on a tendance à les voir d'une manière positive, puis peut-être rire ou les approcher avec douceur ou avec tendresse ou avec sympathie, ok? Parce qu'on perçoit que la personne est consciente qu'elle a fait une erreur puis est gênée de tout ça. Okay? Ça, c'est quelque chose qui aide extrêmement aussi les interactions sociales pour le mieux de tout le monde. Okay? Donc, ces genres de liens-là entre émotions, le fait que si j'ai une émotion puis je l'exprime, ça va chez vous déclencher une autre émotion. Ces liens-là sont souvent des liens qui sont utiles pour tout le monde, dans le sens où elles diminuent les chances qu'il va y avoir de l'agressivité, elles augmentent les chances qu'il va y avoir de l'entraide. Et ça coordonne les interactions sociales. Okay? Les expressions faciales peuvent aussi servir d'incitatif, de motivateur ou de récompense en réponse au comportement d'autrui. Tronick, en 89, par exemple, a montré que lorsque les parents élèvent leurs enfants, très souvent, ils vont utiliser des sourires comme renforçateurs. Okay? Un sourire, ça peut être extrêmement renforçateur, comme renforcement, pour renforcer des bons comportements. Okay? Si vous faites quelque chose et vous travaillez fort, et là, une personne que vous tenez vraiment que vous admirez vraiment, la personne vous regarde et regarde ce que vous avez fait et vous fait un sourire en disant « Ouais », puis rit, puis elle est vraiment contente, mais écoute, ça peut être un renforçateur incroyable pour les gens. Si votre idole sourit en réponse à votre travail, okay, puis vous percevez que c'est pas parce qu'il se moque, mais c'est un sourire authentique, wow, c'est un renforçateur énorme, par exemple. T'sais? Et donc, les expressions faciales peuvent être utilisées pour motiver les gens, pour renforcer certains comportements.
comme récompense. Peuvent aussi être utilisées comme punition. Okay? On peut punir les gens avec certaines expressions faciales. Okay? En montrant notre désapprobation, par exemple. Si vous travaillez sur quelque chose, puis vous arrivez, vous me le montrez, puis je fais un genre d'expression faciale de dégoût. Mais ça va diminuer les chances. Tu sais, c'est comme une punition d'une certaine manière. Ça va diminuer les chances que vous allez penser que vous avez fait un bon travail, puis ça va peut-être vous décourager de continuer à faire ce travail-là. Surtout si vous avez si vous m'avez en estime. Si vous fichez de ce que je pense, là, ça n'a pas d'impact. Mais donc, les expressions faciales ont aussi cette fonction-là. Okay? Oren et Wachorowski, en 2001, ont beaucoup étudié la valeur incitative du rire et de son effet sur la coopération entre amis. Le rire est un renforçateur extrêmement puissant pour renforcer les relations sociales, motiver les gens à rentrer en contact avec les autres. Okay? C'est très important pour les interactions sociales, le rire. Et c'est une expression, pas faciale, mais vocale des émotions. Okay? Donc, les expressions faciales et corporelles ou vocales ont toutes ces fonctions-là, des fonctions égocentriques, des fonctions allocentriques, mais la logique est toujours la même, qui est que ces fonctions-là sont utiles pour la survie. Et ce qui est utile pour la survie, ultimement, la survie en groupe ou la survie seule, est ultimement utile pour la reproduction et augmente les chances qu'on va passer nos tendances à la prochaine génération. Mais ce que vous voyez là-dedans, dans le fond, c'est que les expressions faciales, ça nous donne plus que juste de l'information sur ce que la personne ressent. Ça nous donne toutes sortes d'informations. Est-ce que la personne est dominante? Est-ce que la personne est digne de confiance? Est-ce que la personne aime mon travail? Donc, c'est plus que juste « Ah, elle est fâchée ». Ça peut être aussi « Ah, j'ai fait quelque chose de mal. Ah, elle est dominante. Ah, je lui fais pas confiance. » Tu sais? Et donc, lorsqu'on s'intéresse, au départ, lorsque la psychologie s'est intéressée à ça, on avait beaucoup tendance à penser que les expressions faciales, ce qu'elles donnent aux informations, aux gens, ce qu'on en lit, comment on lit les expressions faciales, c'est en termes d'émotion. Ça, c'est la personne est fâchée, ça, c'est la personne est triste, ça, c'est la personne est contente. Okay? Et certainement, on lit les expressions faciales en termes d'émotion, mais ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est qu'on peut lire toutes sortes de choses dans les expressions faciales. On peut les interpréter de toutes sortes de différentes manières. Okay? On peut inférer toutes sortes d'éléments à partir des expressions faciales. On peut inférer, comme je dis, la catégorie émotionnelle de la personne et son intensité. Est-ce que tu es un peu fâché? Est-ce que tu as beaucoup peur? Est-ce que tu es très contente? Est-ce que tu es un petit peu dégoûté? Okay? On peut lire ça dans une expression faciale. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut lire. On peut lire des informations sur la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux dans ton environnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de menaçant dans ton environnement? Est-ce qu'il y a une ressource vraiment intéressante dans ton environnement? Est-ce que quelqu'un qui te bloque dans ton but, dans ton environnement? Okay? On peut lire ça dans une expression faciale. On peut lire des informations sur la personne. Es-tu une personne dominante? Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Es-tu une personne qui a tendance à être sincère? On peut lire ça dans les expressions faciales. En passant, quand je dis on peut lire, ça ne veut pas toujours dire qu'on le lit avec succès. Hein? N'oubliez pas, on a évolué, les êtres humains, aussi de manière à être capable de manipuler tout ça. Okay? Ben, pensez à des acteurs. Les acteurs vous convainquent qu'ils le ressentent, ce qu'ils ressentent vraiment. Mais en réalité, ils ne le ressentent pas. Hein? C'est de la manipulation. Ou pour l'art, pour des fins artistiques, de création. On peut aussi lire le niveau d'activation de la personne. Es-tu présentement dans un état très activé, très intense, ou un état plutôt calme, plutôt relax? On peut lire les évaluations cognitives de la personne. Ça veut dire comment la personne réagit à la situation. Alors, imaginez deux personnes. En fait, imaginez trois personnes. Moi, puis deux autres personnes. Puis on est tous dehors pour le coucher de soleil, puis un magnifique coucher de soleil. Puis je regarde mes deux amis qui regardent le coucher de soleil. Puis il y en a une qui a un beau visage de sourire, puis l'autre qui fait un visage triste. En regardant le coucher de soleil. Bien, ça me donne l'information sur comment ils évaluent cognitivement la situation.
Ça me dit que peut-être le premier qui fait un beau sourire, il regarde le coucher de soleil, puis il se dit « Wow, c'est beau », il évalue ça comme étant beau, puis il est chanceux d'être ici, puis c'est une belle chose. Alors que le deuxième, il regarde le même coucher de soleil, puis il évalue la situation différemment. Je ne sais pas, peut-être qu'il se dit le coucher de soleil représente la fin de la journée, puis moi je vieillis, puis bientôt ça va être mon propre coucher de soleil de ma vie, tu sais. Ou bien peut-être qu'il se dit c'est la fin de la journée, puis j'aurais voulu que ça ne s'achève pas parce que demain ça va être une journée vraiment difficile, et ainsi de suite. Donc il interprète différemment la situation. Et les expressions faciales de mes deux collègues, de mes deux amis, me disent quelque chose sur leur interprétation cognitive, leur évaluation cognitive de la personne. Donc, certains trucs comme « As-tu l'impression que tu es en contrôle dans la situation? As-tu l'impression que cette situation-là est nouvelle ou est complètement habituelle? As-tu l'impression que cette situation-là est positive ou négative pour toi? As-tu l'impression que cette situation-là t'aide dans tes buts ou t'aide pas dans tes buts? » Tous ces genres d'interprétations cognitives-là, vous êtes capable de les lire chez les expressions faciales des autres. Elle vous donne aussi des expressions faciales, on peut les lire en termes de messages sociaux, destinés à modifier le comportement d'autrui. Okay, d'une certaine manière, une expression faciale de colère, quelqu'un qui fronce ses sourcils puis qui monte les dents, là, ça me donne un message. Et le message, c'est « tasse-toi » ou « prépare-toi à te battre ». Ou « prends ta place » ou « prépare-toi à te battre ». Ou bien une expression faciale de tristesse, c'est un message « j'ai besoin d'aide ». Okay? Ou une expression faciale de joie ou d'intérêt, ça peut être « Hey, viens ici, regarde ça, approche-moi, je vais te montrer quelque chose de cool. » T'sais? Et donc, des fois, on lit les expressions faciales en termes de messages comme ça. « Tasse-toi, fais attention, hey, regarde ça. » Ils envoient des genres de messages comme ça. « Aide-moi, s'il te plaît. » Mange pas ça, goûte pas à ça. Des fois, c'est ça qu'on lit dans les expressions faciales. Goûte pas à ça, danger. On peut aussi lire des tendances à l'action. Que des fois, si je vois quelqu'un m'approcher très vite avec une expression faciale de furie, là, je peux lire ça en termes de « Oh, cette personne-là va me frapper, cette personne-là va m'agresser ou me pousser. » Okay? Si je vois quelqu'un faire un sourire, me faire un beau sourire, oh, cette personne-là s'apprête à me parler. Okay? Si je vois quelqu'un avoir super peur, oh, cette personne-là va probablement crier ou partir en courant ou sauter. Donc, les visages, on peut lire dans les visages des tendances à l'action. Ça veut dire on peut prédire les comportements que les autres vont avoir en fonction de leur tendance à l'action. Si je vois quelqu'un marcher avec un visage vraiment dégoûté, ça me donne des informations. Oh, cette personne-là va peut-être cracher ou même potentiellement vomir. OK? Ça me donne ça me permet de prévoir les comportements des autres. Et ça, c'est vraiment utile. Ça me donne même des éléments de la personnalité. C'est drôle que j'ai écrit Barrett. Là. En fait, c'est Barrett en anglais, sans E. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit Barrett, mais c'est Barrett. En anglais sans E, mais peu importe. Des éléments de la personnalité, voulant dire que, dans le fond, et en fait, c'est intéressant, il y a quelqu'un présentement dans le département de psychologie au Collège militaire qui fait sa thèse de spécialisation là-dessus. Okay? Sur le fait que certaines expressions faciales nous permettent d'inférer des trucs sur la personnalité des gens. Es-tu plutôt quelqu'un qui a tendance à être ouvert aux nouvelles expériences ou non? Es-tu plutôt quelqu'un qui a tendance à être en contrôle de tes émotions ou non? Es-tu plutôt quelqu'un qui est extraverti ou introverti? Es-tu plutôt quelqu'un qui a tendance à être aimable ou désagréable? Tu sais? Es-tu plutôt quelqu'un qui a tendance à être à bien travailler et être super organisé ou à pas l'être? OK? Et des éléments comme ça de personnalité peuvent être inférés juste en regardant le visage des autres dans des situations. Et généralement, c'est en regardant le visage des autres en relation à ce qui se passe. Mais même si on ne sait pas ce qui se passe, juste en regardant le visage des autres, on peut quand même faire des jugements comme ça en termes de personnalité. Mais je dois toujours redire,
ces lectures-là qu'on fait, ces interprétations qu'on fait, ne sont pas toujours exactes. On peut se tromper. Mais le simple fait qu'on est capable de faire ça, des fois, est vraiment surprenant. Okay? Et n'oubliez pas que c'est manipulable aussi. C'est manipulable. On peut manipuler nos expressions faciales dans le but d'avoir l'air de confiance, quelqu'un qui a une certaine forme de personnalité, d'envoyer certains messages, donner l'impression qu'on évalue la situation d'une certaine manière, donner certaines impressions sur la situation, et ainsi de suite. Okay? Donc, les expressions faciales donnent toutes sortes d'informations. Okay. Mais, cette fameuse idée comme quoi, de Darwin, comme quoi les expressions faciales, ou du moins certaines expressions faciales, sont le produit de l'évolution. Okay? On a déjà montré que certaines expressions faciales ont certaines fonctions utiles à la survie. Donc, ce qui suggère qu'elles sont le produit de l'évolution parce qu'elles ont été sélectionnées parce qu'elles aidaient à la survie et à la reproduction. Okay? Voir la peur et le dégoût, puis leur impact sur le montant d'air respiré, puis sur le traitement visuel des choses. Okay? Mais si Darwin avait raison à propos du fait que les expressions faciales, ou il y avait certaines expressions faciales qui étaient le produit de l'évolution chez l'être humain, ce qu'on devrait s'attendre, donc, c'est qu'on les retrouve chez tous les êtres humains, partout au monde, peu importe la culture. Okay? Et ça c'est une question qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre en termes de recherche et qui continue. En quelle manière est-ce que les expressions faciales sont universelles, ça veut dire communes à toute l'espèce humaine, donc elles seraient le produit de l'évolution par sélection naturelle, versus en quelle manière sont-elles culturelles, ça veut dire pas le produit de l'évolution en tant que tel, mais plutôt le produit de la culture, elles sont apprises par les cultures. Ben, la réponse à ça est compliquée et on ne connaît pas encore la réponse. Mais, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des bonnes raisons de croire qu'il existe certaines expressions faciales, une série d'expressions faciales, qui sont universelles. Ça veut dire communes à toute l'espèce humaine. Elles sont reconnaissables, peu importe la culture. Si vous m'amenez dans une autre culture où j'ai jamais été, puis quelqu'un là-bas est triste, je vais pouvoir le savoir. S'ils sont tristes de manière intense, du moins, je vais pouvoir le savoir. S'ils sont contents, je vais pouvoir le savoir. S'ils sont fâchés, puis ils le montrent honnêtement, de manière intense avec leur visage, je vais pouvoir le savoir, je vais pouvoir le lire. Même si je ne suis pas du tout de leur culture. Même si je ne parle même pas leur langage. Okay? Et eux pourraient lire le mien aussi. Et donc, cette idée-là, et ça, c'est une idée darwinienne. Ça provient de Darwin, qui dit, à cause que les expressions faciales sont le produit de l'évolution par sélection naturelle, elles devraient être universelles. OK? Ou du moins, il devrait y en avoir qui sont universelles, qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle. Il y en a peut-être qui sont le produit de la culture, mais il devrait y en avoir qui sont le produit de l'évolution par sélection naturelle, et donc elles devraient être universelles à tous les êtres humains sur Terre. Okay? Et ça, c'est l'hypothèse de l'universalité des expressions. Puis elle vient en différents formats, cette hypothèse-là. Okay? Mais tous les formats ont comme background que, dans le fond, on devrait voir chez toutes les cultures un certain nombre d'expressions faciales qui sont présentes et qui se ressemblent, qui sont les mêmes. Okay? Qu'il n'y a pas des cultures où quelqu'un pleure quand ils sont contents ou sourit quand ils sont tristes, par exemple. Du moins s'il le fait de manière honnête. Okay? Dans aucune culture, on devrait voir que dans aucune culture, quand quelqu'un est fâché de manière intense, il l'exprime de manière honnête, il lève les sourcils et sourit. On ne devrait pas voir ça, si c'est universel. On devrait voir que dans toutes les cultures, si la colère est universelle, si quelqu'un est vraiment fâché de manière intense et l'exprime de manière authentique, on devrait voir les sourcils baissés. Okay? Ça, c'est l'hypothèse de l'universalité. Okay? Et c'est une hypothèse darwinienne. Cette idée, donc, que certains mouvements ou comportements émotionnels sont biologiquement programmés et font partie de la nature humaine. Et ça fait
ça a généré énormément de recherches pour essayer de déterminer, ben, est-ce vrai? Et c'est pas juste la question de est-ce vrai, mais à quel point est-ce vrai? Est-ce que c'est toutes les expressions faciales qui existent, qui sont communes à tout le monde sur Terre? Est-ce que c'est juste un set limité d'expressions faciales? Si oui, lesquelles? Et ainsi de suite. OK? Quelles sont les preuves qu'il existe certaines expressions faciales qui sont universelles et non culturellement construites? Et en passant, je fais cet argument, cette distinction-là entre universelle et culturellement construite, mais ce qu'on commence à comprendre, c'est que la culture, c'est aussi le produit de l'évolution par sélection naturelle, de certaines manières. Et donc, et l'évolution par sélection naturelle est influencée par des processus culturels aussi. Okay? Et donc, ça se mélange au bout d'un moment, ces deux choses-là. Et donc, la question est bonne, mais à un certain point. Mais définitivement, une question qu'on peut poser, c'est est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines expressions qui sont universelles à toutes les cultures? Ou non? Ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des cultures où est-ce que quand les gens sont contents et l'expriment franchement, ou est-ce qu'ils baissent les sourcils? Ou est-ce que dans toutes les cultures, on a tendance au sourire lorsqu'on est content, par exemple? Une question qu'on peut se poser, c'est, pour répondre à cette question-là, c'est, mais comment est-ce qu'on ferait pour répondre à cette question-là? Quel genre de stratégie on pourrait utiliser pour démontrer ou tester l'idée de l'universalité de certaines expressions? Okay? Stratégie 1, observer les réactions faciales des gens de différentes cultures. Si vous prenez des gens de plein de différentes cultures au monde et que vous leur demandez peux-tu me montrer qu'est-ce qu'on fait dans ta culture si on veut démontrer de manière authentique et honnête qu'on est content, qu'on est triste, qu'on est fâché? Ça, c'est une stratégie de leur demander, mais on pourrait aussi les mettre dans un état où on les fâche, où on les rend tristes, où on les rend joyeux, puis là, on pourrait regarder leur visage. OK? Et si on remarque que dans toutes les cultures chez qui on fait ça, il y a pas mal des éléments en commun qui reviennent constamment pour les mêmes émotions, mais c'est si on veut, une flèche à l'arc de l'universalité. Et c'est une preuve en faveur de l'universalité. Ekman fait ça en 1972, entre autres avec des Japonais et des Américains. Il leur fait visionner des films de détresse, donc des films qui vont déclencher de la peur, qui vont déclencher du dégoût, qui vont déclencher de la tristesse, ok? Et il regarde comment les gens réagissent face à ces films-là. Okay? Et ce qu'il remarque, entre autres, avec des genres d'études comme ça, ils font ça avec plus que des films de détresse, mais aussi des films joyeux et ainsi de suite. Avec cette stratégie-là, ce qu'on remarque, c'est 6 patrons faciaux qui reviennent dans toutes les cultures, okay? Et qu'on associe à 6 émotions: la joie, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis peur en 2 fois. Là. Joie, colère, peur, surprise et dégoût. Okay? Donc, selon Ekman et ses collaborateurs, et c'est une idée qui reste encore, là, qui est encore populaire et pour laquelle il y a un certain support, c'est cette idée que la façon dont on exprime la joie, la colère, la peur, la surprise et le dégoût est universelle à travers toutes les cultures. C'est-à-dire que si on exprime de manière authentique, sans la cacher, sans la moduler en fonction de certaines règles dans notre culture, si authentiquement on exprime la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût de manière authentique, là, peu importe notre culture, ça va pas mal tout le temps ressortir de la même manière. OK? Et ça, on a des études qui ont fait ces recherches-là, entre autres, avec 25 cultures différentes. OK? Et qui ont remarqué ça. Okay? Que peu importe dans quelle culture on va, la joie, la colère, la peur, la surprise, la tristesse et le dégoût sont exprimés de la même manière. Si on les exprime de manière authentique. Okay? Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'il y a quand même des différences culturelles à ce niveau-là, mais ces différences-là sont dues à des règles d'expression culturelle. Ce qui veut dire que les cultures ont certaines règles par rapport à ces émotions-là. Et ces règles-là vont changer un petit peu comment ces émotions-là sont exprimées. Mais si on tient compte de ces règles-là, puis on demande à la personne de l'exprimer de manière complètement authentique en ne tenant pas compte de ces règles-là, ou si on fait une analyse pour contrôler ces règles-là, on voit qu'il y a énormément de mouvements en commun pour ces émotions-là. Donc, il y a de l'universalité. Okay? Ces fameuses règles d'expression, en passant, là, c'est que, bon, voici l'idée. Voici l'idée de l'universalité telle qu'elle est typiquement communiquée. Okay? La joie, la colère, la peur, la surprise et le dégoût, et peut-être le mépris dans certaines études, mais définitivement la joie, la colère, la peur, la surprise et le dégoût, sont exprimés de la même manière universellement par tous les peuples sur Terre, mais on retrouve des différences quotidiennement dans la façon dont ils les expriment qui sont dues à des règles d'expression, qui viennent par-dessus ces expressions universelles-là, qui viennent un petit peu rajouter ou enlever des trucs à ces expressions universelles-là. Et des règles d'expression, c'est cette idée que la culture dans laquelle vous êtes, elle peut influencer les circonstances dans lesquelles il est justifié de ressentir une émotion. Donc, par exemple, dans telle émotion, c'est bien d'être fâché. Dans telle situation, c'est bien d'être fâché. Dans telle situation, c'est pas bien d'être fâché. Okay? Les cultures ont différentes règles. Et aussi la manière dont on exprime cette dernière. Okay? La manière dont on exprime ces expressions, ces émotions-là. Ces règles d'expression-là fonctionnent typiquement de 4 manières: intensification, atténuation, neutralisation, masquage. Okay? Il y a certaines cultures où est-ce que c'est une règle culturelle comme quoi c'est bien d'intensifier certaines expressions faciales, certaines émotions. Okay? Comme par exemple, il y a certaines cultures où lorsque quelqu'un meurt, il y a des funérailles et les gens sont encouragés à démontrer pleinement et avec une manière vraiment super intense leur deuil, en s'arrachant les cheveux, en criant et ainsi de suite. Okay? Intensification. Une autre règle, l'atténuation, c'est certaines cultures pour lesquelles où il y a des règles pour lesquelles certaines émotions devraient être atténuées. Okay? Certaines cultures, par exemple, où le rire intense est mal vu. Et c'est bien plutôt de l'atténuer avec un sourire courtois, un sourire simple, un tout petit rire qu'on cache. Alors qu'il y a des cultures où on encourage le fait de rire, c'est à gorge déployée. Il y en a d'autres où on encourage d'atténuer plutôt. Il y en a d'autres culture où est-ce que la colère est très mal vue, c'est vu comme une perte de contrôle, et donc la culture encourage les gens à atténuer la colère, les signes de colère. Il y a des cultures où il y a certaines règles d'expression où on encourage de neutraliser certaines expressions faciales. Okay? Les gars ne pleurent pas est une règle qu'on a eue longtemps dans plusieurs cultures occidentales. Okay? Des gars, ça pleure pas. Sèche tes larmes, des gars, ça pleure pas. C'est évidemment une règle qu'aujourd'hui on comprend qui est partiellement toxique parce que les hommes ont des émotions comme tout le monde et peuvent pleurer comme tout le monde. Mais ça fit avec la représentation hyper masculine et ainsi de suite. Bon, et donc c'est une règle qui existe encore, en fait. Et dans d'autres cultures, on a d'autres règles. Il faut neutraliser telle émotion parce que c'est très mal vu de faire telle émotion. Et il y a d'autres règles qui est le masquage, où là, la règle dit il est très important, si tu ressens quelque chose, à le masquer avec une autre émotion. Si tu ressens de la colère, masque-le avec de la joie. Si tu ressens de la peur, masque-le avec de la dominance ou quelque chose comme ça. Okay? Donc, l'intensification, l'atténuation, la neutralisation et le masquage, on retrouve ça dans des règles d'expression dans toutes sortes de cultures. En fait, toutes les cultures ont leurs règles d'expression. Certaines les ont en commun. Là. Et ces règles d'expression-là
vont venir un peu brouiller les cartes parce qu'elles viennent par-dessus les expressions faciales universelles. Okay? Mais il y a façon, avec des études et avec certaines méthodologies, de contrôler ça et de se rendre compte que finalement, si on contrôle pour ces règles d'expression-là, la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise et le dégoût sont exprimés pas mal de la même manière par toutes les gens des différentes cultures. Ce qui est un élément de preuve qui supporte l'universalité et qui supporte cette idée que oui, en effet, ces expressions-là seraient le produit de l'évolution par sélection naturelle. Elles feraient partie du répertoire expressif de Homo sapiens, de l'être humain, par le produit de l'évolution. Autrement, il faudrait expliquer comment toutes ces différentes cultures-là ont toutes décidé de l'exprimer de la même manière. Est-ce qu'elles se sont toutes entendues? Est-ce qu'il y a eu un grand congrès des cultures à un moment dans le passé, il y a des milliers d'années? Non. C'est beaucoup plus crédible que ça fasse partie de la nature humaine. Deuxième stratégie pour démontrer l'universalité des expressions, c'est d'observer les réactions faciales d'humains et de primates non humains dans des situations similaires. Okay? Si on remarque que des primates non humains auxquels on est très proche, avec lesquels on est très proche au niveau génétique et au niveau de l'évolution, comme des chimpanzés par exemple, des bonobos, qui est un type de chimpanzé, si on remarque qu'eux autres et nous autres, on a des mouvements similaires faciaux dans des situations similaires, ça suggère vraiment qu'il y a genre une continuité biologique au niveau des mouvements faciaux et que nos mouvements faciaux sont le produit de l'évolution et donc devraient être universels à travers l'espèce humaine et même au-delà de l'espèce humaine, chez certaines espèces non humaines, mais des primates. Okay? Et il y a des recherches qui ont été faites là-dedans et qui suggèrent des similarités au niveau des expressions faciales de peur, de surprise, de colère et de jeu, ce qui veut dire, on pourrait dire de la joie ou genre quand quelqu'un est impliqué dans un jeu, puis c'est positif. Okay? Et on en voit des exemples ici. Et ça suggère que nos expressions faciales sont le produit de processus naturels, universels, de l'évolution, parce qu'on en a en commun avec nos cousins, si on veut, au niveau évolutionnaire, étant des primates. Là. Et ça suggère que ces expressions faciales sont vraiment évoluées et ancrées dans la nature humaine à travers l'évolution. Ueno et ses collaborateurs en 2004 trouvent des similarités, entre autres, chez des nouveau-nés humains et chimpanzés, okay? Au niveau des expressions faciales qu'ils font lorsqu'on leur administre de l'eau sucrée ou de l'eau amère dans la bouche. Donc, des petits chimpanzés et des petits Homo sapiens font les mêmes mouvements faciaux si vous leur mettez, les nouveaux-nés, chimpanzés et Homo sapiens, si vous leur mettez de l'eau sucrée versus de l'eau amère, ils font les mêmes mouvements sociaux. Ils font les mêmes mouvements faciaux. Pas les mêmes mouvements faciaux que ce soit de l'eau sucrée ou amère, mais je veux dire, si vous leur mettez de l'eau sucrée amère, ils font un certain mouvement facial, et c'est le même mouvement qu'ils soient chimpanzés ou Homo sapiens. Et si vous leur administrez de l'eau amère, ils font un mouvement facial différent que de l'eau sucrée, mais ils font le même mouvement facial qu'ils soient Homo sapiens ou chimpanzés. Okay? Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle de nouveau-nés. Ces nouveaux-nés-là, les bébés nouveaux-nés humains n'ont pas le temps d'apprendre ces mouvements-là d'une manière culturelle. Okay? Les nouveaux-nés n'ont pas eu le temps d'apprendre à faire ces expressions-là de manière culturelle par culture, ils viennent juste de naître. Donc, ça suggère que, et en plus, on voit une continuité au niveau de l'évolution avec les bébés chimpanzés. Donc, ça suggère que c'est pas, du moins, il y a certaines expressions qui ne sont pas le produit de la culture, c'est plutôt quelque chose de biologique qui est universel à l'espèce humaine. Waller et ses collaborateurs en 2006 ont fait une analyse vraiment intéressante de la musculature du visage. Et remarque que les visages de humains et les visages de chimpanzés sont très similaires en termes de musculature. Ils sont très similaires en termes des muscles et de la façon dont les muscles sont organisés. Et donc, de ça,
on pourrait présupposer qu'ils sont très similaires donc dans la façon dont ces muscles-là vont fonctionner et vont donner certaines expressions. Ce qui suggère encore une genre de continuité au niveau de l'évolution, au niveau du visage et des mouvements du visage. Et suggère donc que les expressions faciales, du moins en partie, ne sont pas le produit de la culture, mais de quelque chose de plus large, soit de l'évolution par sélection naturelle. Mais probablement la stratégie la plus cool pour démontrer que certaines expressions faciales sont universelles, font partie du répertoire humain et ne sont pas le processus de la culture, c'est de documenter les expressions faciales de gens atteints de cécité congénitale. Ça veut dire qu'ils sont aveugles dès la naissance. Okay? Les expressions faciales de gens aveugles dès la naissance sont différentes un peu de ceux qui ne sont pas aveugles. Mais malgré ces différences-là, sont différences en termes d'intensité, en termes de combien de temps ils durent, et ainsi de suite. Mais malgré ces différences-là, il y a énormément de similarités. Lorsqu'ils sont heureux, les gens atteints de cécité congénitale sourient. Okay? Personne ne fait la baboune lorsqu'ils sont heureux, chez les gens atteints aveugles dès la naissance. Les gens aveugles dès la naissance font des visages tristes lorsqu'ils sont tristes, qui sont les mêmes que les visages des gens voyants. Or, on ne peut pas faire l'argument là qu'ils ont pris ces visages-là de leur culture et des gens alentour d'eux. Okay? Ils sont aveugles depuis la naissance. Ils n'ont jamais vu un visage. Okay? Donc, comment est-ce qu'ils ont appris à sourire? Comment ils ont appris à pleurer? Comment ils ont appris à faire la baboune? Comment ils ont appris à grincer des dents? Comment ils ont appris à froncer les sourcils quand ils sont fâchés? Comment ils ont appris à plisser la peau du nez lorsqu'ils sont dégoûtés? Ben, certainement pas par un processus socio-culturel. Ils n'ont pas la modalité sensorielle qui permet ce processus-là, soit la vision. Donc, ils réagissent de manière purement instinctive en utilisant, via ces expressions universelles. Et c'est probablement l'argument le plus convaincant. Mais il faut comprendre que ces fameuses règles d'expression-là, dont on parlait, ils n'y ont pas accès non plus de la même manière que les gens voyants. On peut leur en parler, « Hey, fais pas ça avec ton visage » ou « Réagis pas comme ça ». Ils peuvent entendre ces mots-là, mais ils n'ont pas accès à tout l'aspect visuel de ces règles d'expression-là, si on veut. Et donc, leurs expressions, plus ils prennent de l'âge, ces personnes-là non-voyantes, leurs expressions peuvent être un peu modulées par rapport aux gens non-voyants. Mais il reste qu'il y a une forte base universelle. Donc, on retrouve une correspondance impressionnante, pas totale, mais impressionnante entre les expressions faciales d'individus aveugles dès la naissance, ça c'est important, et celles d'individus non aveugles. OK? Et on peut se demander, OK, mais justement, comment est-ce qu'ils pourraient les avoir apprises s'ils ne voient pas? La seule possibilité que moi je peux voir, je peux en voir deux. Peut-être que quelqu'un leur aurait montré comment faire cette expression faciale-là, en disant, descends tes sourcils, ça me semble vraiment non rationnel. Je peux pas m'imaginer que... De toute façon, les enfants font ces expressions faciales-là avant même de pouvoir comprendre le langage. Donc, non. Ça, c'est évacué comme possibilité. Autre possibilité, peut-être qu'ils les ont appris en touchant les visages des autres. Okay? Les gens qui sont aveugles dès la naissance, je pense, probablement, dans leur enfance, touchent beaucoup les visages. On leur fait toucher les visages de papa, de maman, pour avoir une idée. Peut-être qu'ils ont été capables de retirer de l'information tactile de ça et utiliser ça pour savoir comment bouger leur visage. Mais même là, comment savent-ils que ce qu'ils touchent, à quoi ça ressemble? Et à quoi ça va ressembler sur leur visage? C'est pas certain. Donc, probablement, l'explication la plus économique et la plus crédible, c'est le fait qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre ça. Il y a des mouvements qui sont universels et qui font partie de la nature humaine, que vous ayez accès à la modalité sensorielle dès la naissance, oui ou non, que vous soyez voyant ou non.
Et voilà, c'est ce dont je voulais vous parler par rapport aux expressions faciales. Comme je vous avais dit au début, on pourrait parler de ça pendant une session complète des expressions faciales. J'ai touché simplement une petite partie, mais vous en savez plus maintenant et je vous laisse là-dessus. Bye bye.